Si mes solaires sont exempts, on avait exprimé A'. On l'a dérivé ou pas? On l'a dérivé. Donc on était au stade que la dérivée de A' par rapport à x, c'était égal à... Alors, il y avait un moins x, c'est ça? Il y avait un x plus f' en bas, et pour que ce soit homogène, ça doit être un f' en haut, si je ne me trompe pas. En bas, c'est au carré, c'est ça? Oui, donc ça, là, c'est bon. Ah. Alors, ok. C'est moins x. Montrez-moi. Voilà. Montrez-moi. Voilà. Ah, x plus 2f', d'accord. Voilà, c'est bon. Je vous remercie. Ça sera bon. Donc là, effectivement, c'est homogène. Donc, et je pense qu'on s'était quitté sur le fait que tout ce truc-là, est positif. On est d'accord? Strictement, puisque moins x est... enfin, x est strictement inférieur à moins 2. Ok. Donc, je vous rappelle, x appartient à moins l'infini, moins f'. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, on est dans le cas d'une image, d'un objet, réel, qui est en amont du foyer objet. Donc, là, on peut continuer. Le signe de DAA' sur dx est celui de x plus 2f'. On est d'accord là-dessus? Donc ce genre de rédaction, je veux vraiment que vous soyez habitués à faire ça. Vous faites une dérivation pour faire une étude de signe, d'accord? Et donc en gros, vous isolez une grosse partie qui est de signe constant, vous la virez, enfin vous la virez dans votre étude de signe en tout cas, et vous ramenez une expression qui est simple. À partir de ce moment-là, on retrouve quelque chose que vous connaissez très très bien, un magnifique tableau de signes. Ne faites jamais l'économie d'un tableau de signes si vous pouvez, c'est beaucoup plus clair, c'est hyper lisible, c'est vraiment un truc très propre. On écrit le domaine de définition, donc on part de moins l'infini jusqu'à moins f', d'accord? Et donc, bien sûr, ce que je vais recopier ici, c'est tout simplement x plus 2f', puisque je sais que le signe de x plus 2f', c'est le signe de d2a' sur dx. Okay. Donc on est parti. Ceci, x plus 2f', c'est quoi comme type de fonction? Ouais. C'est une fonction affine, d'accord? Fonction affine croissante ou décroissante? Croissante, donc vous savez que c'est... Vraiment, ça, c'est des trucs, des réflexes de base. C'est une fonction affine croissante, donc vous savez que c'est négatif d'abord, positif ensuite. D'accord? Donc, moi, vraiment, je fais ça visuellement. C'est un truc qui monte comme ça. Donc, je sais que c'est moins là, que c'est plus là, et que ça passe par 0 là, à un moment donné, ou à un autre. C'est une fonction affine croissante. Pas de problème. La vraie question, c'est où est le 0? Ben, c'est pas très compliqué. En fait, c'est quelle est la valeur de x telle que tout ceci s'annule, et ça se fait en moins 2f', d'accord? Donc, j'ai eu du bol, moins 2f' est bien dans l'intervalle qui m'intéresse, il aurait pu être en dehors, d'accord? Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, je connais un peu la suite, quand même. Donc, à partir du moment où on connaît le signe de ça et qu'on sait que ça, c'est le signe de la dérivée de A', on peut en déduire directement les variations de A'. Et comme on l'avait un peu deviné physiquement, je vous rappelle, je me souviens ce petit geste-là, d'accord? Donc, quand votre objet va vers l'infini, votre image est collée au foyer. Donc là, la distance entre les deux, c'est plus l'infini. Quand vous ramenez votre objet vers le foyer objet, votre image est projetée à l'infini, donc la distance est plus l'infini. Donc, on peut le vérifier, mais en fait, de chaque côté, on va avoir plus l'infini. Ça, c'est assez simple à voir si vous reprenez l'expression de A'. Vous voyez que ça diverge en moins f', puisqu'il y a un x plus f' au dénominateur, et que ça diverge quand x tend vers moins l'infini, puisqu'il y a un x carré au numérateur. Donc c'est pas très compliqué. Et donc ça, alors petite remarque topologique, si vous avez une fonction continue, et qu'elle part de plus l'infini et qu'elle retourne à plus l'infini, elle a forcément un minimum entre les deux. Tout le monde comprend ce raisonnement? Elle en a peut-être plusieurs, d'accord? Mais si vous êtes là et là et que c'est continu, forcément vous devez descendre puis remonter au moins une fois. D'accord? Bon là, il n'y en a qu'un seul. Il est ici. Et c'était quoi l'expression de A'? Bon, si je ne me trompe pas, c'était moins x carré sur x plus f', c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va faire le calcul en remplaçant x par moins 2f'. Donc, le x carré va valoir 4f' carré. D'accord?
Ce terme en bas, c'est moins 2f' plus f'. Donc ce truc-là vaut moins f'. D'accord? Donc vous vous retrouvez avec 4f', moins 4f' carré sur f'. Ça vous donne donc simplement 4f'. D'accord? Puisque le moins disparaît. Donc ça donne 4f'. Positif bien entendu, puisque ça, vous le savez aussi par construction, votre image est là-bas, votre objet est là, donc A' est forcément positif quoi qu'il arrive, puisque l'image est forcément en aval de l'objet. On est au clair là-dessus? Alors ça, c'est un résultat que vous devez connaître par cœur, a priori. La distance donc dans la configuration, dans cette configuration-là, d'accord? Dans cette configuration, donc c'est objet en amont de F. Alors on y va, on va résumer un peu toutes les choses. L'image est réelle, inversée en aval de F'. Donc ça, c'est des conclusions qu'on avait déjà trouvées avant, si je ne me trompe pas, on les avait écrites. Je me souviens plus comment c'est interrompu au milieu. Mais je crois qu'on avait dû écrire ça de façon dispersée au minimum. Voilà. Mais c'est juste un gros résumé, hein, donc voilà. Donc l'image est réelle, inversée en aval de F'. La distance est la distance minimale entre l'objet et l'image vaut 4f'. Donc 4 fois la distance focale de la lentille. Ça, c'est un truc assez intéressant. Si vous avez une lentille de 25 cm de distance focale, ça signifie que si vous voulez partir d'un objet réel et avoir une image réelle, alors votre montage, au minimum, doit faire 1 mètre. C'est-à-dire que entre l'image et là où vous mettez un écran ou quelque chose comme ça, vous avez obligatoirement 1 mètre. 4 fois la distance focale. C'est une contrainte extrêmement forte, en particulier quand vous voulez construire des instruments d'optique. D'accord? Ça ne peut pas être compressible au-delà d'un certain seuil. C'est très vrai pour les appareils photo qui marchent exactement comme ça. D'accord? En particulier, c'est pour ça qu'on essaie de minimiser la distance focale le plus possible pour pouvoir avoir des trucs qui sont compacts, mais à un moment donné, si vous voulez un téléobjectif, il faut que ce soit gros. D'accord? Téléobjectif, je vous rappelle, c'est grande distance focale, et donc, si vous avez déjà vu un télé quoi. Vous ne pouvez pas compresser en dessous. Donc ça, c'est la base. Alors, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans la configuration où c'est minimum, d'accord? Donc, la configuration où AA' est minimale est appelée, j'aurais pu faire ça en vert, configuration 4F. On dit 4F, on dit pas 4F', parce que le prime disparaît dans une poubelle, mais voilà, d'accord. Donc ça s'appelle la configuration 4F. Ça s'appelle comme ça, d'accord. Dans cette situation, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? On va essayer de comprendre un peu et de refaire un dessin. Là, on va essayer de faire un truc très propre, pour une fois. Donc, j'ai une lentille convergente. J'ai ma distance focale qui est ici 2 fois. Et si vous remarquez, dans cette configuration-là, x vaut moins 2f'. X, vous vous souvenez ce que c'est dans sa définition? Ouais, c'est OA, d'accord? Donc la distance entre le point O et le point A, c'est 2 fois la distance focale. Donc ça, c'est un truc hyper particulier. Ça vous montre que votre objet, il est pile poil là, à 2 fois la distance focale. D'accord? Donc en gros, ici, vous avez 2 fois la distance focale. Dit autrement, le foyer objet est au milieu de O et de A. La distance entre les deux, entre l'objet et l'image, c'est 4 fois la distance focale. Comme vous avez déjà 2f' ici,
vous avez forcément 2f' de l'autre côté. Autrement dit, votre image, elle est pile poil comme ça. Si vous faites de la construction, ça marche extrêmement bien en partie si vous avez des carreaux. D'accord. Ouais. Sur la taille des objets. On va y arriver immédiatement. Si vous faites de la construction, vous savez quel est le grandissement. Ça se voit. Ouais. C'est ce qu'on vient de démontrer là. Oui, mais on signe dans la configuration aussi minimum. La configuration. On est là. Voilà. On est là. Donc, si on résume, on a donc OA qui est égal à moins 2f', OA' qui est égal à plus 2f', et ces deux renseignements-là vous permettent de dire que gamma vaut combien? Oui, presque. Moins 1. Gamma vaut moins 1, puisque ça vaut OA' sur OA. On voit bien que le grandissement est inversé. Enfin, le grandissement est négatif, l'image est inversée. Donc, dans la configuration 4F, le seul effet d'une lentille, c'est un renversement de l'objet. En fait, c'est extrêmement utilisé dans une configuration que tu connais bien, c'est les jumelles. En fait, si tu prends une lunette astronomique, c'est inverse les objets, et donc tu mets une lentille au milieu, juste pour inverser. Bon, en général, on gratte un peu de grandissement au passage, mais le principe de la lunette, de la lentille qui est au milieu, qu'on appelle un véhicule, c'est un truc pour redresser l'image, histoire que tu vois le monde dans le même sens qu'avec tes yeux. On est d'accord sur cette configuration-là? C'est une configuration assez importante. Alors, il y a une conséquence que je vous démontre pas vraiment, mais que je vous fais sentir. On avait déjà fait ce genre de dessin. Qu'est-ce qui se passe si A se rapproche de F au niveau de l'image? L'image va s'éloigner et aussi grandir. D'accord? Donc, il y a une conséquence qui est que vous pouvez là, je sais pas si, bon, je la mets en orange, mais elle n'est pas dans les questions de cours. Si A est plus proche, bonjour, est plus proche de F, on a une valeur absolue de gamma qui est plus grand que 1. Autrement dit, quand vous allez vous rapprocher de F, vous allez avoir une image plus grande. Et au contraire, si A est plus loin de F, on a un grandissement dont la valeur absolue va être plus petit que 1. En gros, tous ces résultats, vous devez les connaître. Autrement dit, si je vous dis, voilà, j'ai une lentille de distance focale 10 cm, je mets un objet à 25 cm en amont de la lentille, vous devez savoir que l'image, elle va être réelle, inversée, plus petite. Et plus proche de F que 2 fois la distance focale. D'accord? Oui. Je n'ai pas compris le deuxième point. C'est la même, en fait, si je recule A. Si A est plus loin de F, valeur absolue de gamma est inférieure. On rapetisse, en fait, le value. En gros, c'est vraiment une histoire de... Vous avez une poubelle, comme ça, entre les deux choses. Donc, on démontrera des choses un peu plus en TD et en TP la semaine prochaine. Mais là, déjà, c'est pas mal. Il me reste un dernier cas à faire. Donc là, on va être au petit... J'ai commencé à monter dans les nombres. Voilà, on était au petit 7, c'est ça? Petit 8 même. On passe au petit 8? C'est ça. Petit 8 qui me semble, alors c'est pas explicitement au programme, mais ça me semble essentiel que ça ait le même statut que la lentille convergente. C'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de disjonction de K dans cette histoire-là. K d'un objet réel et d'une lentille divergente. D'accord? Je suis en train de faire votre DM discrètement là. Chut. Si je prends une lentille divergente, quelle est la seule chose qui change par rapport à une lentille convergente? Oui. Effectivement, F' est en amont de la lentille, F' est ici et F est là. Donc, si je prends un objet AB quelconque, je ne sais pas moi, ici par exemple, l'objet est réel, hein, on est dans ce cas-là, d'après le titre.
j'ai toujours ce rayon-là qui passe par O et qui ressort avec la même porteuse que le rayon incident, pas de problème. Et ensuite, si je prends ce rayon-là, comment ce rayon va émerger? Oui. Sa porteuse, effectivement, passe par F', et donc le rayon va émerger par là. Autrement dit, mon... Oui, je t'écoute. Est-ce que l'objet il a une distance précise Au pif, là, pour le coup. Autrement dit, où est mon image? Où est B'? va être plus loin, enfin, en anneau de A, plus grosse. Ah non. Où est l'intersection des porteuses émergentes? Ah oui, non, là devant la petite. D'accord, c'est ici. Hein. Donc ça, c'est l'intersection des porteuses émergentes. Cet objet est-il réel ou virtuel? Il est virtuel. Alors, petit piège, vous voyez qu'ici, on a l'impression qu'il y a un rayon qui passe par B'. Petite remarque, ceci n'est pas le rayon émergent. Ceci est le rayon incident. Le rayon émergent, il est là, et il n'y a que sa porteuse derrière. On est d'accord? Vous voyez la subtilité sur ce rayon où on a l'impression qu'il y a de la lumière qui est là, mais en fait, non. Il n'y a qu'un rayon. Oui. Pourquoi par définition d'un objet réel? Moi j'ai mis juste rayon. Oui. Rayon émergent. Non, juste rayon, mais sauf que comme c'est l'image, il faut que ce soit les rayons émergents. Tu mélanges les deux définitions. C'est-à-dire, comme c'est une image, c'est à l'intersection des porteuses émergentes. Et voilà, donc c'est l'idée, là on regarde que les émergents. Est-ce que... Je vais pas faire une démonstration complète sur ce sujet, on peut la faire, hein, c'est pas très compliqué, mais... Qu'est-ce qui se passe si je fais bouger AB? Qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui bouge pas, comme droite? Ça, celle-là, elle bouge pas, donc vous voyez que cette droite-là en pointillé, elle bouge pas, d'accord? Elle va tout le temps rester la même, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais avancer B, par contre, celle-là va s'incliner, et le point d'intersection sera toujours là, en fait. On est d'accord? Géométriquement, on voit bien que le point d'intersection, il sera toujours dans cette zone-là, en fait. Il sera toujours, en fait, entre A et O. Il va se rapprocher à mort de la lentille, d'accord? Mais il sera coincé entre A et O. Pareil, si j'emmène A. Et en partie, vous voyez que le fait de passer F', ne change pas grand-chose au problème, ce qui est normal, puisque F' c'est le foyer image, et il n'est rien de particulier pour les objets. Donc là, on a un cas beaucoup plus simple que dans la lentille convergente, d'accord? En fait, quoi qu'il arrive, alors, si ça vous amuse, vous pouvez essayer de faire la démonstration par le calcul. Vous pouvez le faire, par exemple, avec le grandissement, vous pouvez le faire avec les formules de conjugaison, hein, ça se passe très très bien. Oui. Si on recule l'objet, ça s'approche de la lentille, le point. Si on recule l'objet, il s'éloigne de la lentille. Mais, il va être coincé par quoi, en fait? Par le foyer. Par le foyer, d'accord? Alors ça, si vous voulez le démontrer rapidement, vous savez que FA, facteur de F'A', c'est négatif. D'accord? C'est au moins F' carré. Vous voyez que FA, quoi qu'il arrive, est négatif. Et donc F'A' est forcément positif. Autrement dit, A' ne peut pas revenir par là. D'accord? Dans F. Ça ne vous prouve pas qu'il n'est pas forcément de l'autre côté de la lentille, pour l'instant. Mais en tout cas, vous êtes sûr qu'il ne peut pas revenir en arrière. Donc en gros, ça c'est le truc qui m'intéresse que vous reteniez. Je vais plus vite hein, en termes de démonstration, mais je pense qu'il faut le savoir. Donc, si on forme l'image d'un objet réel par une lentille divergente, alors cette image est... On est parti. Nature. Nature, c'est réel ou virtuel? Virtuel. Quoi qu'il arrive. Agrandir, rapetisser, renverser, droite. Elle est droite et rapetissée, vous voyez qu'il n'y a aucune possibilité qu'elle soit plus grande que la truc originelle. D'accord. Et elle est située où? Oui, parce qu'elle est virtuelle, ça c'est normal. Elle est située effectivement entre O et F', d'accord? Et elle est aussi forcément entre O et A. Donc il y a les deux cas, d'accord? Elle est avancée et entre O et F. Donc elle va être
avancer par rapport à votre image, à votre objet d'origine. Vous allez faire un saut devant, d'accord? Et elle est coincée dans la plage là, focale image ici, entre O et F'. Elle n'a pas beaucoup de place pour se débattre, celle-là. D'accord? Mais voilà. On est d'accord? Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Oui. Entre O et F'. Je te remercie. Oui. Parce qu'on a fait pour les 4 cubes, c'est des démonstrations à connaître. Tout à fait. Tout à fait. Toutes les démonstrations de cours sont à connaître en général, sauf si je mets un programme. On est d'accord là-dessus? Donc, si mes souvenirs sont exacts, je suis arrivé là. Voilà. Donc, dernier, pas paragraphe, mais derrière remarque sur cette histoire. D'accord. Ceci permet de distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente, simplement en regardant à travers. Alors déjà, vous voyez qu'une lentille divergente, où que vous regardiez, quelle que soit la distance de l'objet, vous allez voir quelque chose à travers. Et vous allez le voir rapetisser. Si vous regardez au travers d'une lentille convergente, vous allez devoir vous rapprocher suffisamment de l'objet pour voir quelque chose de net. Et vous allez voir quelque chose d'agrandi par rapport à l'objet original. Voilà. Donc, ceci permet de distinguer une convergente d'une divergente. On regarde à travers. Si on observe une image agrandie quand l'objet est proche on a une convergente. Sinon, alors, est proche de la lentille, histoire on a une convergente. Si l'objet est rapetissé, quoi qu'il arrive, on a une divergente. Si l'image, pardon. Si on observe une image rapetissée, on a une divergente. Et ce, quelle que soit la distance, par ailleurs. En général, on met la lentille près du texte et on voit si c'est plus petit ou si c'est plus grand. C'est pas extrêmement compliqué. Donc, comme je l'ai dit hier, les myopes parmi vous portent des lentilles divergentes sur les yeux, tout simplement parce que les myopes ne voient pas de près. Ils n'arrivent pas à accommoder si l'objet est trop près. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'objet et on va le reculer grâce à une lentille divergente. D'accord? Ce que votre œil voit, c'est ça. Pas ça. On est d'accord? Donc, en gros... non, pardon, c'est pas les myopes, c'est super étrange, j'ai refait la même. Les myopes, pardon, on ne voit pas de loin. Je la refais. Donc, les myopes ne voient pas de loin. Donc, les objets qui sont trop loin, on va les rapprocher pour eux. C'est pour ça qu'on portait une lentille divergente. Le truc d'alors, c'était les hypermétropes. Ok. On est d'accord là-dessus? Voilà. En gros, c'est pas très compliqué. Quand vous êtes myope, vous avez ce qu'on appelle un punctum remotum qui est trop près. Enfin, on va dire 10 mètres. Je sais pas, ça dépend des gens. Hein. Si vous êtes très myope, c'est 3 mètres. D'accord? Si vous n'êtes pas trop myope, c'est 10 mètres. C'est comme ça, voilà. Et on fait en sorte, en fait, que le foyer image de votre lentille divergente soit effectivement à 10 mètres. Et vous savez que vous ramenez tout dans cette zone-là. Donc, après, vos yeux arrivent à les choper, puis c'est terminé. C'est vraiment ultra simple à tous les détails techniques près. Hein. Faire des lunettes fines, résistantes, que ce soit toujours la même correction, où que vous regardiez. Enfin voilà, qui se raille pas. Enfin voilà, bon bien. C'est une techno ultra balèze en fait par ailleurs, mais dans le principe, c'est simple. On est au clair là-dessus, c'est bon? Sur ce chapitre-là? Bon, enfin ce chapitre-là. Il nous reste un truc à faire, mais qui va vraiment descendre considérablement en complexité. C'est les miroirs. Le miroir plan. Donc le grand 2 s'appelait, ou le grand 3 s'appelait lentille et miroir plan, ou j'ai mis que lentille? Ça, c'est juste... Est-ce que j'ai respecté les questions de cours, ou est-ce que... D'accord, ok. Donc petit 9, manifestement. Quel est le miroir plan?
Alors, comme j'aime bien les définitions, je vais me fendre d'une définition pour un miroir plan. Bon. Un miroir plan est une surface plane, parfaitement réfléchissante. Ce que ça vous raconte, c'est qu'il n'y a ni diffusion, ni absorption, ni réfraction. L'intégralité de la lumière est renvoyée par réflexion. D'accord ? Alors, ça a l'air con comme ça. Un miroir, c'est un objet auquel vous êtes extrêmement habitué. C'est un objet qui est dont la qualité que vous connaissez aujourd'hui est assez tardive dans l'histoire de l'humanité. On connaît les miroirs depuis très très longtemps. Donc en fait, vous savez comment c'est fait un miroir par ailleurs ? C'est une très fine feuille de métal, d'accord, sur laquelle on pose du verre. D'accord, voilà, point barre. C'est pas la mort. Voilà, verre suffisamment fin pour éviter un petit décalage, mais on s'en fout un peu par ailleurs. Et donc les miroirs, anciennement, c'est simplement des morceaux de métal qu'on a lissés le plus possible, d'accord. Mais ça, tant que vous n'avez pas des technologies de feuilles de métal, en fait, vous ne savez pas faire ça. Vous avez en fait des imperfections de surface qui font que c'est assez flou, c'est très blurry, c'est pas très beau, d'accord. Comme quand vous regardez dans de l'argenterie ou un truc comme ça, d'accord. Enfin, vous voyez que c'est pas, enfin, les couverts en métal, ce genre de trucs, c'est en général pas très parfait. Et puis à un moment donné, on invente la technologie des feuilles de métal, on coule du métal littéralement sous forme de feuilles, on fout du verre dessus, puis c'est terminé, c'est fini, d'accord. Voilà. Donc après, bien sûr, pour augmenter le pouvoir réfléchissant, on fait plein de métallurgie pour trouver le métal qui va bien, le truc qui va bien, etc. etc. Vous verrez ça l'année prochaine, mais fun fact, le fait que les métaux soient reconnaissables de très loin parce qu'ils sont brillants, ça vient du fait... Un truc brillant, c'est ça, c'est ça dont on parle. D'accord ? Ceci, c'est pas du métal, vous le savez sans le toucher, sans l'analyser, vous le savez, c'est pas du métal ça, d'accord ? Tout simplement parce qu'en fait, il n'a aucun pouvoir de réflexion. Les pouvoirs de réflexion, c'est très rare, finalement, d'accord ? Par contre, vous voyez les parties métalliques parce que justement, elles réfléchissent la lumière, donc vous voyez les images, s'il y a une direction privilégiée, si vous éclairez beaucoup, vous avez vraiment comme un miroir, quoi, d'accord ? Ça ne vous apprend pas grand-chose. Et ce truc-là est lié essentiellement au fait que les métaux sont conducteurs. En fait, comme les électrons peuvent se déplacer, les ondes électromagnétiques ne peuvent pas rentrer à l'intérieur d'un métal. Donc, c'est ça que ça marche. Ok, une fois qu'on a raconté ça, c'est fini. Alors, s'il y a la façon de le représenter. En gros, un miroir, ça se représente comme ça. Ça, c'est la partie non réfléchissante. Et de l'autre côté, c'est la partie réfléchissante. D'accord ? Donc, grosso modo, vous avez la lumière qui arrive comme ça et qui repart comme ça. Alors, je vais aller très très vite parce que les démonstrations, vous avez déjà faites en exercice en particulier. Et donc, on va simplement lister les propriétés. Non, j'ai déjà parlé. En fait, il s'avère que quoi qu'il arrive, si vous prenez un point A... Oui, je t'écoute. Bah oui, enfin... Mais c'était pas encore au programme. Voilà. Maintenant, oui, tu sais faire. Voilà. Mais là, théoriquement, non. T'as demandé ça quand encore ? Jeudi dernier ? Vendredi dernier, ouais, non, je l'ai pas encore fait. Voilà. Il y avait des problèmes de colle. Non, c'est pas grave. Donc on est parti. Si on a un objet A, d'accord, et que je le trace par un miroir comme ça, donc bien entendu, en fait, ce que vous savez, c'est que n'importe quel rayon issu de A va être réfléchi sur le miroir, selon les lois de la réflexion. Autrement dit que cet angle I ici, ça va être l'opposé de cet angle I ici, si vous les orientez. C'est pas super clair sur mon schéma. Voilà. Donc ça, c'est la version rayon du problème. En général, quand on fait la loi de la réfraction, on s'intéresse, ou de la réflexion, on s'intéresse à un rayon, on regarde ce qui se passe. Là, en fait, on va essayer de changer de point de vue, c'est-à-dire l'idée de se dire, si je prends un autre rayon, d'accord, bah, il va y avoir une autre réflexion. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas le même angle, quoi qu'il arrive. Mais si je veux définir l'image de A, qu'est-ce qu'il faut que je trouve par définition d'image? Oui. Ah, pas forcément. Mais en tout cas, si là il y a une image, elle est située où? C'est quoi la définition d'image?
c'est le point de concurrence des porteuses émergentes, on est d'accord? Donc en gros, les rayons émergents, c'est ces deux-là. Je prends ma première porteuse, je prends ma deuxième porteuse, d'accord? Et je vais trouver un point qui est à peu près ici. D'accord? C'est l'intersection des porteuses émergentes, par définition. On est clair? Voilà. Alors il s'avère, et ça vous l'avez démontré en exercice dans votre première planche, que toutes les porteuses émergentes passent par le symétrique de A par rapport au miroir. Ça vous raconte deux choses. Ça vous raconte que le miroir est stigmatique quoi qu'il arrive, puisque à tout point objet, vous pouvez associer un point image. D'accord? Que si le point objet est réel, alors l'image est forcément virtuelle, elle est de l'autre côté du miroir, et que cette image est le symétrique de A par rapport au miroir plein. Voilà les trois propriétés que vous devez connaître sur le miroir. Donc, A', déjà, A' existe toujours. Le miroir est stigmatique. Le miroir plan, pardon, est stigmatique. A' est virtuel si A est réel. Et qu'est-ce que je raconte? A' est le symétrique de A par rapport au miroir. En fait, chose que vous savez depuis que vous êtes très 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 petit. D'accord? Vraiment, quand vous regardez dans un miroir plan, si vous avez dans votre salle de bain un miroir assez grand, vous voyez littéralement que le monde que vous voyez sous vos yeux, c'est littéralement le symétrique du monde par rapport au miroir. D'accord? Petite remarque, si vous voulez résoudre définitivement ce problème de pourquoi le miroir, ça inverse la droite et la gauche et pas le haut et le bas. On vous a peut-être déjà posé ce genre de questions. D'accord? Ce n'est absolument pas vrai. Le miroir n'inverse pas la droite et la gauche. Le miroir n'inverse que la direction qui est perpendiculaire à lui. Autrement dit, ce qu'inverse le miroir, c'est le ventre et le dos. Et donc ensuite, si vous imaginez que la personne en face est une personne que vous avez déduite par rotation, alors effectivement, si vous la ressortez du miroir, sa droite et sa gauche seraient inversées par définition de la face, d'accord? Mais en fait, ce que vous avez inversé, c'est le ventre et le dos. Votre main droite est toujours du même côté. On est d'accord? Elle est toujours là. La gauche est toujours là dans le miroir, d'accord? Ce qui n'est pas du même côté, c'est votre devant et votre derrière. Côté je plouc. Inversé par symétrie, c'est simplement parce que votre derrière est plus loin du miroir que votre devant. Simple. J'ai vu une main, quelque part. C'est bon. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc ça, c'est juste une question qui procède du fait que quand vous voulez identifier la gauche et la droite de quelqu'un, vous le regardez de face. Ou de dos, enfin, ça dépend, mais en tout cas, vous avez une direction privilégiée qui est liée à au truc. Alors qu'au bas, on sait, il y a la tête, les jambes. Enfin, voilà, vous savez ça. Ça se passe bien. Voilà, superbe. Et bon, on a tout. Ouais, le miroir, c'est pas le même niveau que les lentilles, quoi, globalement, on est d'accord. Super. Grand 4, si je me trompe pas. Donc ce grand 4 s'appelle complément. Il y en a littéralement. Il y en a 3, d'accord? Donc en fait, en gros, j'estime que dans un cours d'optique, vous devez savoir traiter et vous devez connaître très très bien la lunette astronomique, d'accord? Chose que vous avez déjà croisée, mais que là on va revoir peut-être un peu plus proprement. Et ensuite, les deux systèmes qui sont extrêmement similaires, que sont l'appareil photographique et l'œil humain, d'accord, qui fonctionnent exactement de la même façon. Pourquoi ces deux instruments sont différents? En fait, grosso modo, à peu de choses près, ces deux instruments servent à observer des objets à grande distance. Pour l'œil, on verra comment on se débrouille, d'accord? Mais par contre, il y a une différence, c'est que la lunette astronomique sert à produire une image à l'infini pour que vous puissiez la regarder avec votre œil, d'accord? L'œil humain et l'appareil photographique servent à produire des images sur un capteur, en l'occurrence votre rétine pour les yeux et votre capteur CCD pour l'appareil photo.
D'accord? Donc c'est la seule différence dans cette histoire. Je vais faire un petit paragraphe de généralité avant de continuer, juste histoire d'avoir un peu tout ce dont j'ai besoin. Et on va faire les lunettes astronomiques aujourd'hui, et ce sera terminé pour cette heure-là. Généralité. Voilà. Alors, première chose, donc ça c'est plutôt en avance par rapport à ce qu'on va faire sur l'œil dans son fonctionnement en tant que tel. Mais donc, on constate que l'œil humain, je mets entre parenthèses sain, hein, voilà. Désolé les myopes, hein, voilà. Voit sans effort un objet situé à l'infini. Ça, c'est une donnée biologique, d'accord, que vous êtes censé connaître à un moment donné ou à un autre. Donc, ça vient... Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première, elle est mécanistique. En gros, vos muscles oculaires sont détendus lorsque votre lentille a sa distance focale la plus courte, la plus grande, pardon, excusez-moi, la plus grande, en gros, et qu'elle correspond exactement à votre rétine. Donc, autrement dit, s'il n'y a pas d'effort musculaire, théoriquement, votre cristallin est fait de telle sorte que votre rétine soit à la distance focale de votre cristallin. Et donc les objets à l'infini forment une image directement sur votre rétine qui les voit net sans problème, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc les myopes, c'est pas ça. Les myopes, au repos, vous pouvez voir des objets qui sont à une distance finie, d'accord? Ça provient du fait soit que votre œil est un tout petit peu trop grand par rapport à la distance focale de votre cristallin, ou que votre cristallin n'arrive pas à avoir la distance focale qui va bien pour que ça marche. Donc voilà, au choix, comme vous voulez, d'accord? Mais vous ne faites pas d'effort. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, comme les muscles sont faits pour contracter le cristallin, vous ne pouvez pas faire des efforts pour réussir à voir plus loin. D'accord? Vous prenez un myope, vous essayez de voir plus loin, ça ne marche pas. Vous se battre dans tous les sens, ça ne va pas fonctionner. Okay? Pour les hypermétropes, c'est le contraire. En fait, il s'avère qu'au fur et à mesure que vous rapprochez les objets, vous êtes obligé de diminuer la distance focale on va vers ça avec l'œil, de votre cristallin. Et à un moment donné, musculalement, c'est fini. Vous arrivez à la fin et ça peut être un tout petit peu trop loin. Tout simplement, en général, par rapport à l'extension de vos bras. Ce qui fait que quand vous tenez un objet, bah voilà, d'accord. Et ensuite, comme tout le monde, vous finirez par être presbyte. Et vous verrez, voilà, ça, on reconnaît les gens presbytes. Je suis devenu presbyte il y a 6 mois, donc je ne me reconnais plus moi-même. Je prends mon portable et je fais chut. C'est un réflexe immédiat de pute, ça marche pas bien. Voilà, c'est déprimant, mais c'est comme ça. C'est justement une fatigue musculaire. À terme, il n'y a pas grand-chose à y faire. Donc voilà, l'idée, ça, c'est le données la plus importante. Autrement dit, et ça, c'est... Oui, je t'écoute. À l'infini. Ah, attends, de cette phrase-là? Non, là, par rapport au miroir. Oui. Votre œil est convergent ou divergent? C'est une lentille divergente. Putain, c'est exactement le contraire, c'est une lentille convergente. Pardon. L'image n'est pas retournée. L'image est retournée, mais c'est pas grave ça. Ton cerveau est habitué, c'est pas gênant quoi. D'accord. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir à un moment donné ou à un autre. J'en ai déjà parlé, mais votre cerveau reçoit des signaux électriques, d'accord? L'impression que vous avez d'un monde homogène, c'est une projection cérébrale, d'accord? C'est votre cerveau qui projette le monde, d'accord? Globalement. Voilà. On le sait aujourd'hui par neurobiologie, le cerveau projette le monde avant de recevoir les informations qui le confirment. Comme il fait ça en permanence, si vous voulez, ça va à peu près, et il ajuste. D'accord? Ceci explique un moment de phénomènes comme les phénomènes déjà vus, les phénomènes de surprise sur un truc bizarre, les phénomènes où vous regardez un objet très vaguement et vous reconnaissez quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. D'accord? Je parle pas de la pareidolie, je parle du fait, vous êtes tous arrivés, vous êtes en train de parler d'un truc, il y a un truc qui bouge dans votre champ de vision et votre cerveau dit, bah tiens, ça doit être ça dont on parle, en fait, ça n'a rien à voir, enfin voilà, c'était pas une araignée sur un mur, c'était juste une tâche, quoi, voilà, etc., etc. Donc on est d'accord que ça vous est arrivé. Donc, c'est pareil avec les oreilles, vous vous habituez, donc votre cerveau reçoit des images, entre guillemets, à l'envers, enfin en tout cas, les images se forment à l'envers sur votre rétine depuis que vous êtes né. Donc à un moment donné, votre cerveau a appris que la gravitation c'est comme ça, que le haut et le bas c'est comme ça, enfin voilà, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la façon dont vous formez l'image sur un capteur. C'est cédé à l'arrivée de la même façon que quand vous prenez une photo, l'image qui est sur le film photographique est à l'envers,
ça vous empêche jamais de retourner la photo pour la mettre dans le bon sens qu'une fois que vous avez l'objet sous les yeux, quoi. D'accord? C'est pas contraint en mode, ah merde, c'est juste, je l'ai pris à l'envers, celle-là. D'accord? Ouais. Imaginons, on a été conscient quand on était bébé, ça veut dire on aurait vu le monde à l'envers. Enfin, déconner. Mais non, parce que voir, c'est déjà projeter quelque chose. C'est déjà projeter des informations. Quand tu dis voir, c'est déjà reconstruire le monde à partir d'informations électriques. Du coup, on a déjà retourné l'image. Bah, elle est pas retournée, t'as pas besoin de la retourner. C'est quoi l'information retourner l'image, en fait? Pourquoi tu penses que cette scène est dans le bon sens? Pourquoi elle est dans le bon sens? C'est quoi qui oriente cette scène, en fait? Quelle est la seule chose qui te surprendrait si jamais l'image était à l'envers? En vrai. C'est ça. Si jamais la craie partait vers le haut, tu sais qu'elle est à l'envers et tu sais qu'en général, les êtres humains ne survivent pas très longtemps la tête en bas pour des questions gravitationnelles. Quand tu dis l'image est dans le bon sens, c'est jusqu'à un moment donné, ton éducation générale a fait le lien entre la position systématique d'un certain nombre d'objets et un truc qui est permanent, présent dans ton monde, c'est la gravitation. Le fait que les objets, manifestement, tombent vers le bas. Qu'il n'y en a pas un tout d'un coup qui se dit tiens, je me casse et je vais en haut. C'est pour ça qu'on construit les immeubles posés sur le sol et pas posés sur le ciel, parce que ça ne marche pas, etc. etc. Donc, et c'est pour ça que les chaises sont posées par terre et pas au plafond, enfin, d'accord? C'est ça en fait le truc dans le bon sens. Sinon cette image en soi, elle n'a pas de sens. Voilà. Mais c'est juste que si jamais la salle se met comme ça, elle sera tout à fait dans le bon sens, sauf que tout va se casser la gueule dans un sens qui n'est pas prévu. Voilà. Ouais. Et le cerveau, il retourne l'image aussi par rapport à nos sens. Il retourne pas. Alors, encore une fois, il ne retourne pas l'image. L'image, elle est là, et le cerveau, par habitude, sait que la gravitation joue comme ça. Mais du coup, ça fait son accord avec nos sens. Oui, après, c'est en accord avec plein d'autres sens. Je vous rappelle que vous avez des récepteurs comme les oreilles. Vous avez déjà remarqué qu'on a tous des oreilles, qu'elles ont toutes une drôle de tronche, et que c'est jamais les mêmes. D'accord? En fait, votre cerveau s'habitue à la forme propre de votre oreille. C'est une économie génétique incroyable, parce que vous n'avez pas besoin de faire un truc qui est toujours de la même forme. Vous vous en foutez. Au départ, c'est juste, vous allez vous habituer pendant les premières années de votre vie au directionnel des sons, et vous allez apprendre grâce à la vue d'où vient un son par rapport à ça. Et au fur et à mesure, vous allez savoir d'où vient un son. Il y a une manip à faire qui est extrêmement intéressante. Vous collez sur les bords de l'oreille de la pâte à modeler, vous bandez les yeux et vous essayez de faire le test de, quand je tape dans les mains, d'où vient le son, quoi. Votre connaissance cognitive, vous descendez en dessous de 2 ans, quoi. Vous plantez à chaque fois, c'est épouvantable, il n'y a rien qui va, parce que vous n'avez pas les mêmes oreilles, c'est comme si vous avez emprunté les oreilles de votre voisin. C'est juste la forme, globale. Question d'habitude. On s'habitue, toujours. D'accord? Avec des données brutes. On n'est pas programmé à l'avance, c'est beaucoup trop gourmand, énergétiquement. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est une donnée importante. Cette donnée importante vous raconte quelque chose, c'est que si vous voulez regarder à travers un objet, ça signifie que cet objet doit produire, quoi qu'il arrive, une image à l'infini. Donc ça, c'est vraiment le truc important. Conséquence, tout appareil où on regarde à travers, alors là, vous pouvez imaginer tout ce que vous avez dans la tête en termes de culture. Donc bien sûr, une lunette astro, un microscope, je sais pas, qu'est-ce que j'ai, un télescope, des jumelles, voilà, tout ça, d'accord, doit produire une image finale à l'infini. Ça, c'est une conséquence immédiate. Si vous essayez de fabriquer un objet avec des lentilles, d'accord, et que vous voulez regarder très loin, est-ce que vous pouvez, d'un objet à l'infini, produire une image à l'infini? Ouais. Si c'est applicable. Ouais, mais si j'utilise qu'une lentille, Ah ouais, c'est d'accord, avec une seule lentille, vous pouvez pas. Ou alors c'est une vitre et on s'en fout, c'est un appareil d'optique, mais c'est un appareil d'optique inutile. On est d'accord? Donc comme avec une seule lentille, vous ne pouvez pas produire une image à l'infini d'un objet à l'infini, ça signifie que si vous voulez fabriquer un système afocal, il vous faut au minimum 2 lentilles. D'accord? Une qui est dirigée vers l'objet, l'autre qui est dirigée vers l'œil. Vous pouvez en avoir plus, d'accord? Mais au minimum, il vous en faut 2.
Donc la conséquence qui est importante, si on veut fabriquer un système afocal, alors il faut au moins 2 lentilles. Alors, plus exactement, il faut 2 lentilles ou 2 miroirs plans ou 2 systèmes, un miroir sphérique et une lentille, c'est le cas du télescope. Mais vous avez une obligation d'avoir une lentille à la fin. Tout simplement parce que vous devez regarder au travers. Et qu'on ne peut pas regarder au travers d'un miroir. C'est con, mais c'est comme ça. D'accord ? Comme vous ne connaissez pas les miroirs sphériques, je me limite à 2 lentilles. D'accord ? Mais a priori, avec un télescope, je vous rappelle, c'est un miroir plus une lentille. Voilà. Enfin, plutôt 2 miroirs plus une lentille, un miroir blanc pour dévier le bordel. Il faut au moins 2 lentilles. Et en termes de définition, c'est pas très compliqué. La lentille qui est dirigée vers l'objet s'appelle l'objectif. La lentille qui est du côté de l'œil s'appelle l'oculaire. Comme leur nom l'indique littéralement. D'accord ? La lentille dirigée vers l'objet s'appelle objectif. C'est un vocabulaire qui se généralise à tous les systèmes. Hein, d'accord ? Dans un appareil photo, vous avez un objectif puis un capteur. D'accord ? Celle du côté de l'œil s'appelle oculaire. Vous êtes d'accord que c'est comme leur nom l'indique, hein ? Objectif, objet, oculaire, œil, enfin, jusque-là. Bon, je sais que le latin n'a pas été respecté dans le mot œil, mais ça vient de oculus en latin. Voilà, puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, si on prenait un truc par an, voilà. Bon, en même temps, dans œil, il y a au moins une des lettres qui a le bon son, hein, d'accord ? Je rappelle que oiseau est un mot, c'est le mot le plus long où aucune des lettres ne se prononce comme elle devrait. Vous n'avez jamais réfléchi à ce truc-là. Dans oiseau, il n'y a aucune lettre qui se prononce normalement. Aucune. Mais super langue, quoi. On adore notre langue. Faire bien chier les gens. Voilà. Voilà. Ok. Enfin, aucune voyelle, plus exactement. Le S, mais encore le S au milieu, c'est pas, voilà, métaphoriquement. On est d'accord là-dessus ? Tagadagada. Voilà. C'est parti. Une fois que j'ai raconté tout ça, je vais pouvoir attaquer et en particulier parler du système afocal par essence, en tout cas le plus vieux qui existe dans l'histoire de l'humanité, la lunette astronomique. D'accord ? Alors, petite remarque, si jamais en colle vous tombez sur des trucs bizarres, cette lunette est dite de Galilée. D'accord ? Alors, petite remarque, elle est dite très Alors, ok. Comme d'habitude, la civilisation arabo-musulmane avait inventé ça largement avant, d'accord, en moins 2 siècles, sans aucune forme de pitié, y compris la longue vue qui réinversait les choses. Mais pour une raison que j'ignore complètement, et pour le coup, et j'arrive pas à trouver la réponse, ils n'ont jamais... Alors, probablement aussi pour des questions de qualité de sable et de travail du verre, probablement. Manifestement, ils n'ont jamais eu l'idée d'en faire autre chose qu'un gadget, voire un jouet, en fait, factuellement. D'accord ? Et en particulier, ils n'ont pas eu l'idée de regarder les astres avec. Il est assez probable, en fait, que Galilée ait bénéficié à la fois d'un apport technologique théorique fort de la civilisation humaine, c'est une certitude, et du savoir-faire des artisans italiens sur le travail du verre. D'accord ? Les deux en même temps, on fait que machin chose. Fun fact, Galilée a découvert ça sur un marché, c'était un marchand hollandais qui vendait ça comme jouet pour enfants. Les petites qui ont vu, voilà, regardez, c'est marrant, on voit gros, voilà, c'est génial, voilà. Ok. Bon, après, petite remarque, ce genre de destin, voilà, ça existe avec d'autres inventions, la fibre optique, le laser, etc., et qui aujourd'hui ont des applications extrêmement fortes, mais qui au départ étaient considérés comme des trucs... Quand j'avais votre âge, avec les fibres optiques, on faisait des jouets.
des trucs avec des cheveux, avec ça, des fibres optiques, et on mettait une lampe au milieu et ça faisait des petits trucs lumineux partout dans tous les sens, quoi. Ça intéressait personne la fibre optique, c'était hyper chiant à manipuler, donc ça intéressait personne. Aujourd'hui, c'est un peu la vie quand même. Donc voilà, donc ça c'est le fun fact. Donc Galilée, début du 17e, d'accord, fait ça. Et donc permet de, et par ailleurs, hein, fun fact aussi, c'est Galilée qui permet de, c'est cette lunette astronomique qui permet de trancher définitivement le débat sur le fait que, est-ce que c'est les planètes qui tournent autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour du, si tout l'univers tourne autour de la Terre ou si c'est les planètes qui tournent autour du Soleil. Pour une raison extrêmement simple, c'est que si vous regardez Vénus avec une lunette astronomique, vous voyez des phases de Vénus. D'accord, comme la Lune en fait. Or, si Vénus tourne autour de la Terre, vous pouvez voir d'un point de vue strictement lumière qu'elle ne peut jamais être gibbeuse. Parce qu'elle est forcément entre la Terre et le Soleil, quoi qu'il arrive. D'accord? Bon, en ce moment, elle est gibbeuse, par exemple. Ça marche bien. Voilà. Regardez, elle est gibbeuse, c'est fini. Fin du problème. Éclaté. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment une invention assez importante, cet objet-là. D'accord? On en reparlera à un autre moment quand je ferai un peu de culture scientifique, mais c'est si vous avez compris tout ce qu'on a raconté auparavant, la lunette astronomique sert à observer quoi? C'est écrit dans le titre. Des astres, d'accord? C'est écrit dans le titre. Donc des objets qui sont... Ouais, genre loin, quoi. D'accord? Vraiment, hein, l'astre le plus proche de nous, c'est la Lune, à 340 000 km. C'est quand même pas à côté. On est d'accord? Ok. Et ensuite, si vous voulez sortir de la Lune, d'accord? Vous, ça se chiffre en dizaines de millions, voire en centaines de millions de kilomètres. D'accord? Donc c'est loin tout ça. Ok. Et si vous avez suivi le paragraphe ici, vous savez que vous voulez générer une image à l'infini, d'accord? Une fois que vous avez compris ça, obligatoirement, une lunette astronomique est forcément un système afocale. C'est obligatoire. Ouais. Le fait qu'on veut projeter une image finale à l'infini, c'est pour nous reposer. C'est pas pour te reposer, c'est pour pas te fatiguer. Ah oui. Vraiment, c'est affreux en fait. Enfin, si tu dois passer 1 heure ou 2 heures d'observation à travers un objet, tu peux pas avoir le même niveau de fatigue que si tu es en train de lire un livre en fait. Vraiment, tu vas jamais y arriver, quoi. Tu vas être mort. Donc, non, c'est vraiment une histoire de confort de l'œil, mais un confort un peu vital, d'accord, d'utilisation. Donc, la lunette astronomique, donc ça c'est un théorème, mais c'est obligatoire, c'est une conséquence. La lunette astronomique est nécessairement afocale. D'accord? Autrement dit, vous devez avoir un truc comme ça, qui est que d'un objet A à l'infini, vous devez produire par la lunette une image, je vais l'appeler A seconde à l'infini. Je l'appelle A seconde pour des raisons évidentes. J'aurai forcément une image intermédiaire dans cette histoire. D'accord? Vu qu'on a dit ça, pour fabriquer un système afocal, il faut forcément moins 2 lentilles, et bien on va en faire 2, d'accord, dans cette histoire. On a donc besoin de 2 lentilles. Qui sont donc l'objectif et l'oculaire, que je vais appeler L1 et L2. Et donc si je redécompose mon système, ça signifie que A infini par L1 va me donner un point A', et que ce point A' par L2 va me donner A seconde infini. On est d'accord là-dessus? Alors, je tiens à ce que vous soyez extrêmement attentifs à ce que je vais faire maintenant. Parce que 80% des exercices d'optique, en particulier quand vous avez des systèmes composés, comme ça, se résolvent par ce biais-là. Je vous rappelle que comme le but du jeu, c'est soit de former une image à l'infini, soit d'en récupérer une à l'infini, vous allez toujours vous passer extrêmement régulièrement par les foyers. Je vous montre comment ça marche, parce que ce formalisme-là, qui a l'air con comme ça, va vous tuer les problèmes. Comme ça, c'est à l'infini. D'accord? Ça signifie que ça, c'est quoi? De qui? De L1. D'accord? Comme ça, c'est à l'infini. Ça signifie en fait que ça, c'est le foyer image de L1. On est d'accord là-dessus? Deuxième raisonnement, tu veux le faire? Comme ça, c'est à l'infini. Forcément, ce truc-là, c'est le foyer objet de L2. Instantanément, sans aucune forme de phrase ni de truc compliqué, ni de calcul surtout, vous avez prouvé que F', F2,
que f'1 et f2 doivent être confondus pour que ça marche. D'accord? Oui. Alors l'image intermédiaire c'est A', et si tu veux que ton image intermédiaire satisfasse à cet ensemble-là, il faut qu'elle coïncide à la fois avec f'1 et avec f2. Donc, avec les courses, ça. Oui. Les deux coïncident, il faut juste mettre les deux lentilles à la même distance. À la même. Non. Personne n'a dit que les lentilles étaient identiques. Oui, ils ont des distances focales différentes. Donc, elles ne peuvent pas être à la même distance. Ça ne veut rien dire être à la même distance focale. Ok, je vais faire une phrase qui raconte exactement ce que tu viens de dire. Si je veux que tu m'entendes, il faut qu'on soit à la même taille. Il faut qu'on ait la même taille de bras aussi. Tu peux pas... Non mais vraiment, c'est pas une question... Non, je ne veux pas répondre à ta question pour l'instant. Je veux que tu te rendes compte du fait que la façon dont tu as formulé les choses, tu confonds une distance entre deux objets et un truc qui leur est particulier. D'accord? Quand tu dis il faut que les deux lentilles soient à la même distance focale, ça sous-entend déjà que la distance focale doit être la même. Bah si. Sinon ça veut dire quoi? Sinon ta phrase veut dire quoi en fait? Il y avait une distance pour Non, que j'ai pas dit ça, mais la façon dont tu le proposes n'a pas de sens. C'est clair, impeccable. Donc maintenant reformule. Il faut que la distance entre les deux lentilles soit égale à la somme de leurs deux distances focales. Là, je prends. Parce que c'est ça qui va se passer. Tu vois l'idée? Clac, clac. D'accord. On va faire un dessin, ça sera beaucoup plus clair. D'accord. Donc, dans une lunette astronomique, le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire sont confondus. Donc, dans une lunette astronomique, et plus généralement dans n'importe quel système afocal où il n'y a que deux lentilles. D'accord? Le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire sont confondus. Alors en fait, j'aurais même pu aller plus loin. C'est pas uniquement les foyers images, c'est le plan focal image de l'objectif et le plan focal objet de l'oculaire. Alors ça, c'est une conséquence tout simplement parce que quand on enchaîne les systèmes, on les enchaîne avec le même axe optique. Donc, ouais. Ça signifie donc que si je trace mon objet comme ça, d'accord, j'ai ma lentille L1 comme ça, avec son foyer image f'1 ici. Et si je trace mon oculaire avec ma lentille L2 comme ça signifie que f2 sera là. Les distances focales sont a priori différentes. Je vous rappelle que cette distance-là, c'est petit f'1, d'accord? Et que, je vais aller plus loin, clac, clac, là, cette distance focale-là, je vais la mettre en vert. Cette distance focale-là, c'est f'2 avec f'2 ici, d'accord? Alors, petite remarque, j'ai fait cette lunette astronomique avec deux convergentes. Je t'écoute. Le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. Non, c'est ça. Ça, c'est l'objectif. Il est dirigé vers l'objet. Ça, c'est l'oculaire. D'accord. La lumière va comme ça, hein, d'accord. Alors, petite remarque, j'ai fait une lentille divergente et deux lentilles convergentes ici. L'objectif est forcément une lentille convergente. Sinon, son foyer est là-bas et vous êtes obligé de mettre l'oculaire avant pour que ça colle, tout simplement parce que le rapport à distance focale doit être inférieur à 1, donc ça ne marche pas. Le fait que l'oculaire soit une lentille convergente n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez avoir un oculaire avec une lentille divergente. Il s'avère qu'on le fait assez peu, pour une raison très simple, c'est qu'une lentille divergente est toujours plus épaisse qu'une lentille convergente, et que donc on a plus de problèmes optiques avec une lentille divergente qu'une lentille convergente. Donc c'est un problème un peu annexe
par rapport à ce que vous connaissez, mais on peut faire des oculaires et des lentilles divergentes si on veut minimiser l'encombrement. Si je trace la marge d'un rayon qui arrive quelque part, donc je vous rappelle que si on regarde un objet à l'infini, cet objet va être caractérisé par son diamètre angulaire, d'accord, et en particulier par un angle alpha ici. Ce système est afocal, ça signifie qu'on va pouvoir savoir si ce système grossit ou rapetisse en calculant le grossissement. Je vous renvoie à votre cours de vendredi sur le sujet. C'est bon, vous vous souvenez? Comment on fait pour tracer la marche ultérieure des rayons? C'est pas extrêmement compliqué. Ici, j'ai un faisceau parallèle. Donc, je sais que ce rayon-là ne va pas être dévié. Ça, c'est la première chose que je sais. Et la deuxième chose que je sais, c'est que comme l'image de cet objet est dans le foyer image de l'objectif, ça signifie que toutes les porteuses émergentes seront concurrentes dans le plan focal, image de votre objectif. Autrement dit, ici. Résultat des cours, ça vous allez avoir une image intermédiaire là, tranquillement mais sûrement. Ça c'est mon point B', et d'ailleurs ce truc là est mon point A' qui coïncide avec la position de F'1 et celle de F2. On est d'accord là-dessus? C'est une image intermédiaire, et donc grosso modo je vais construire le faisceau émergent correspondant à ça, avec la technique que je vous ai apprise vendredi, si je me... non, hier. Je vais donc prendre la droite qui passe par le centre, d'accord? Et je sais que le faisceau parallèle est parallèle à cette droite dans cette histoire, d'accord? Donc si je veux prolonger mes rayons violets, d'accord? En fait, vous voyez qu'ils vont partir comme ça, et ils vont tous repartir ici, parallèlement à l'axe optique, dans cette histoire. Vous avez le droit d'augmenter la taille de la lentille pour faire des choses, d'accord? On est d'accord là-dessus? Et ce truc-là, c'est donc B' infini. De la même que ça, c'était B infini. Cette construction-là, vous devez savoir faire ça en 2 coups de cuillère à peau. A priori, vous l'avez déjà faite des dizaines de fois au lycée, puisque c'est probablement la seule chose que vous apprenez au lycée. D'accord, voilà. Puisque c'est la chose que vous apprenez au lycée, vous savez faire un certain nombre de calculs. En particulier, vous remarquez qu'on a un angle de sortie ici qui vaut alpha prime. Oui. On a quoi? Alors ça, on va le démontrer pour le coup. Voilà, ouais. Alors effectivement, on va remettre les choses. Donc effectivement, par définition. Alors déjà, avant d'utiliser le grossissement, il faut être sûr qu'on a un système afocal. Bon là c'est bon, on est dedans, enfin il n'y a pas de problème. Mais souvenez-vous que le grossissement ne s'applique qu'à un système afocal. D'accord? Par définition, G est égal à alpha prime sur alpha. Alors je vais vous montrer comment on fait ça proprement. D'accord? On va faire ça en 2 temps. La première, c'est que le dessin montre que G est de quel signe? Négatif. D'accord? Donc ça, c'est un truc très connu des gens qui font de l'astronomie. Les systèmes afocaux comme ça, avec 2 objets uniquement, renversent toujours les images. Donc on a G qui est négatif. Ça, c'est la première chose. Oui. C'est B, oui, B', oui, effectivement. Si je veux être cohérent avec mes notations, c'est mieux d'utiliser B secondaires. Tout à fait. On a G qui est négatif, on est d'accord? Et donc, à partir de maintenant, je vais raisonner avec les valeurs absolues des angles. Comme ça, je pourrais faire de la trigo sans me prendre la tête. Et je bricolerai le signe à l'arrivée. Alors, on est parti. Que vaut la valeur absolue de alpha? Donc ça, c'est un truc qu'on a déjà vu en cours et que vous allez utiliser très souvent. Alors, il faut toujours se souvenir de la chose suivante. Le alpha qui est là, on le retrouve où? Ouais, de l'autre côté. D'accord? On le retrouve ici. Et donc, ça vaut quoi, alpha? Oui, ça vaut sa tangente, effectivement. Alpha vaut A', B', Ouais. divisé par F'1, d'accord? Et vous voyez que là, je ne me pose pas de questions, je fais tout en valeur absolue. Je n'utilise pas les grandeurs algébriques pour ne pas me prendre la tête avec les signes, d'accord? Donc, je veux dire que alpha, c'est A'B' divisé par F'1. On est d'accord là-dessus? Et que vaut la valeur absolue de alpha prime? C'est la même chose, on met l'angle. Effectivement, on fait la même chose. On met l'angle par angle opposé au sommet ici, alpha prime. sur F'2. C'est effectivement A'B' divisé par F'2.
rapport de ces deux trucs-là va vous donner la valeur absolue du grandissement. D'accord, si vous ne disiez pas ça. Pardon? Alors, on ne confond pas les foyers. Oui, mais la distance focale s'appelle f'2 quoi qu'il arrive. Il n'existe pas de distance focale objet. Alors, on peut l'appeler f2, mais comme elle a exactement la même valeur, si tu veux, voilà, d'accord, mais on confond pas les deux. Si je fais ça divisé par ça, vous êtes toutes et tous d'accord que j'ai la valeur absolue du grossissement? Donc je retrouve que la valeur du grossissement c'est f'1 sur f'2. Oui. Là non, justement. En fait, pour ne pas me prendre la tête avec les signes, je passe tout en valeur absolue. Donc là, je prends une distance positive, sèche, bien comme il faut. C'est pour ça que je raisonne avec les valeurs absolues. Et après, comme je sais que G est négatif, je vais pouvoir en déduire la valeur de G. Moi, je fais tout le temps ça comme ça m'évite de me faire chier avec vraiment des prises de tête pas possibles en trigo en disant ok, alors là, la tangente, oui, mais ça va être un moins parce que la grandeur algébrique est négative. Donc G vaut moins f'1 sur f'2. Donc après, il faut juste exercer son intelligence sur le sujet. De manière extrêmement générale, on a envie de grossir les objets. Oui. Tout à fait. Effectivement, il faut que f'1 soit plus grand. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser une lentille divergente, parce que sinon, il faudrait mettre la lentille, l'oculaire de l'autre côté. Et donc, l'oculaire deviendrait l'objectif et ça ne marcherait pas. Ok, d'accord. Si vous avez déjà regardé dans des jumelles, mais à l'envers, c'est-à-dire si vous avez transformé l'oculaire en objectif et l'objectif en oculaire, vous avez le grossissement en inversant les deux, et effectivement, ça rapetisse. Enfin, ça rapetisse l'image. Vous avez toutes et tous déjà fait ça dans votre vie? Non, c'est pas... Tout le monde fait ça, quoi. Donc, alors, c'est plusieurs remarques, en fait. Première remarque, c'est comme on souhaite grossir. On choisit que f'1 soit plus grand que f'2. Voilà. En général, beaucoup plus grand. Dans un télescope, je parle d'un télescope typique que quelqu'un peut avoir chez soi, on va prendre le mien par exemple, f'1 vaut 1,50 m et f'2 vaut, enfin ça dépend des oculaires que j'utilise, mais en général ça vaut 10 mm. C'est ça dont on parle, d'accord? On parle vraiment d'un objectif qui est quasiment un truc tout plat, d'accord? Bon là en l'occurrence c'est un miroir, mais ça ferait pareil, donc avec une distance focale extrêmement grande, d'accord? Et on parle d'oculaire qui au contraire a une distance focale la plus petite possible. Pour ça et ceux que ça intéresse, faire un f'1 très grand, c'est pas très grave, ça vous pose juste des problèmes d'encombrement. C'est juste que votre objet sera de plus en plus grand. D'accord? Voilà, c'est tout. Faire un f'2 de plus en plus petit, vous voyez que si on veut avoir un grossissement élevé, on peut soit augmenter f'1, soit diminuer f'2. D'accord? Faire un f'2 de plus en plus petit vous oblige à avoir des lentilles de plus en plus bombées. Et plus elles sont bombées, plus vous allez sortir vite des conditions de Gauss. Parce que les rayons de courbure vont devenir tout petits, donc les angles vont, enfin ça va pas bien se passer. Et donc à un moment donné, il y a une limite au fait, et à un moment donné, vous voyez juste flou, tout simplement parce que vous n'allez pas avoir des conditions de Gauss qui sont suffisamment respectées dans votre champ de vision. Okay. Donc on a des contraintes là-dessus, on les résout de façon plus ou moins satisfaisante. En gros, en général, f'2, alors bien sûr, je parle pour les télescopes de type NASA, ESA, etc., il n'y a plus de humains derrière, il n'y a plus d'oculaire. Personne ne regarde à travers un télescope. C'est des capteurs, c'est des machines, c'est des ordinateurs derrière qui font du traitement direct. Voilà. Ça n'intéresse plus personne de regarder à travers un télescope. Mais quand on a commencé à faire ça, donc là on parle de Herschel, 18e siècle, Herschel avait un télescope de 15 mètres de focale quand même. 15 mètres. Belle bête quand même. D'accord? Voilà. Avec un miroir en cuir comme ça, grosse bête. Et on regardait au travers et sans moteur, sans rien, voilà, ils l'ont dessiné. Voilà, vous pouvez regarder, un beau dessin de la galaxie d'Andromède par exemple, chose comme ça, c'est ça, c'est au crayon. Donc voilà ce qu'on a. Deuxième chose qui est importante à retenir, c'est l'encombrement.
L'encombrement, c'est tout simplement la taille de l'objet. D'accord? D'abord, la taille que votre objet prend si vous voulez l'arranger. D'accord? Donc, l'encombrement vaut tout simplement quoi? C'est quoi la taille de mon objet, là? Ouais. Ça vaut tout simplement F'1 plus F'2. D'accord? C'est la contrainte principale sur le fait d'augmenter F'2. D'accord? Après, il y a des problèmes de résistance matériaux aussi. À un moment donné, vous ne pouvez pas faire des trucs qui font 50 mètres de long, ça casse. D'accord? Il y a des problèmes, c'est pour ça qu'on n'arrive pas sur Terre à faire des miroirs aussi qui sont très très grands. À un moment donné, ils s'effondrent sous leur propre poids. C'est troisième chose, je fais un petit rappel parce que ça va être très utile dans ces histoires-là. Le pouvoir séparateur de l'œil humain étant de 1 minute d'arc, vous vous souvenez? D'accord? Voilà, donné que vous êtes censé connaître à un moment donné. Eh bien, en fait, deux objets sont séparables. Autrement dit, ils apparaissent comme autre chose qu'un point si leur distance angulaire est supérieure à 1 minute divisé par G. D'accord? Autrement dit, si vous avez deux objets qui sont séparés d'un angle, vous allez multiplier cet angle par G, et si ce truc-là dépasse 1 minute, alors vous allez pouvoir les séparer. Voilà l'idée. Petite chose qui vous servira dans les exercices à vous donner. Voilà. Je m'arrête pour aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment le gros... je vérifie que sur les astronomies, j'ai tout fait quand même. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Vous commencez donc les exercices de la planche numéro 2, que vous pouvez faire quasiment en intégralité. D'accord? Et vendredi, on s'intéressera dans la première demi-heure à l'œil humain, et dans la deuxième partie, un peu sur l'appareil photo. Je donnerai un document que vous aurez à bouquiner chez vous. Mais surtout l'œil humain qui va nous intéresser vendredi. Et on aura fini l'optique. Autrement dit, on aura fini le chapitre pour débutants. D'accord? Voilà. Et après, on commence à attaquer l'électrocinétique.